Reste nouvelle, dans le rang des apprenants scolaires au Kenya, 7 élèves d'une école primaire du Nairobi ont été tués, des dizaines blessés dans l'effondrement de leur salle de classe. La RDC va recourir à un second vaccin anti-Ebola mi-octobre. L'annonce a été faite par l'OMS qui est accusée par Médecins sans frontières de rationner le vaccin de laboratoire Merck, le seul utilisé à ce jour. Le virus Ebola a déjà fait plus de 2000 morts dans la région est africaine. La Tanzanie est accusée par l'OMS de ne pas avoir fourni assez d'informations sur des suspicions de cas d'Ebola sur son sol. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika que nous ouvrons par cette triste nouvelle. Dans le rang des apprenants scolaires au Kenya, 7 élèves d'une école primaire de la capitale Nairobi ont été tués, des dizaines d'autres blessés dans l'effondrement de leur salle de classe. L'accident survenu lundi est mis sur le compte de la mauvaise qualité de la construction du bâtiment. Le drame s'est produit au moment où les élèves entraient en cours. Talent Academy de Dagoretti est une école située dans l'ouest de la capitale kenyane. La structure semi-permanente est faite de bois et de tôle. L'ensemble avait été en partie surélevé pour ajouter un étage. Une partie de la structure, qui comportait plusieurs salles de classe, s'est effondrée. 7 écoliers y ont perdu la vie et 57 autres ont été hospitalisés. Des centaines d'habitants de Dagoretti s'étaient rassemblés autour du site où les sauveteurs fouillaient les décombres pour trouver des survivants. Le directeur du Kenyatta National Hospital a indiqué à la presse que 2 des enfants blessés étaient dans un état critique. D'autres avaient des blessures plus légères. La catastrophe met en lumière le manque de réglementation pour les constructions éducatives, surtout dans ce type d'habitat informel. Des réglementations qui concernent la construction et la pérennité de ces institutions éducatives. Un responsable de l'agence nationale chargée de vérifier la conformité des immeubles a estimé que l'école n'avait pas été construite dans les règles. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années à Nairobi et dans d'autres villes du Kenya, pays en pleine expansion immobilière. La qualité des matériaux et les constructions tous azimuts sont régulièrement mises en cause. La République démocratique du Congo va recourir à un second vaccin anti-Ebola dès la mi-octobre. L'annonce a été faite lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Cette dernière est accusée par l'ONG Médecins sans frontières qui parle de rationner le vaccin des laboratoires Merck, le seul utilisé à ce jour contre l'épidémie. L'OMS a précisé que ce deuxième vaccin expérimental qui requiert l'administration de 2 à 56 jours d'intervalle sera administré à des populations à risque ciblées dans des régions de la République démocratique du Congo où il n'y a pas de transmission active du virus Ebola. Pour le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, les autorités de la RDC ont une fois de plus fait preuve de leadership et de détermination. Très critiqué notamment par Médecins sans frontières lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest pour la lenteur de sa réaction et pour n'avoir pas mesuré l'ampleur de la crise avant qu'elle n'explose, l'OMS a depuis entrepris une profonde réforme de son fonctionnement. L'Organisation mondiale de la santé est à nouveau sous le feu des critiques de Médecins sans frontières. L'ONG accuse cette fois l'agence spécialisée de l'ONU de rationner le vaccin des laboratoires Merck, tout en relevant que les raisons derrière ces restrictions restent obscures. Aussi, l'ONG balaie-t-elle l'argument d'une crise d'approvisionnement. Dénonçant l'opacité de l'OMS, MSF demande désormais la création d'un comité de coordination internationale indépendant intégrant l'OMS, MSF, la Croix-Rouge et l'UNICEF pour garantir notamment la transparence sur la gestion des stocks de vaccins. En juillet, l'OMS a élevé la menace Ebola en RDC au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. L'épidémie déclarée en août 2018 est la deuxième la plus grave de l'histoire du pays avec plus de 2100 décès. On reste avec la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a déjà fait plus de 2000 morts dans la région est africaine. La Tanzanie est accusée par l'Organisation mondiale de la santé de ne pas avoir fourni d'informations sur des suspicions de cas d'Ebola au risque d'entraver la lutte contre la propagation du virus. Reportage.
L'OMS a dans un communiqué déclaré avoir appris le 10 septembre qu'un cas présumé d'Ebola avait été signalé à Dar es Salaam en Tanzanie. Selon des informations non confirmées de sources officielles, ce patient aurait été testé positif à Ebola et certains de ses proches auraient été placés en quarantaine, d'après l'OMS. L'organisation a précisé que 2 autres cas suspects avaient été signalés officieusement. Mais le 14 septembre, les autorités tanzaniennes ont officiellement assuré qu'il n'y avait pas Ebola dans le pays. Elles ont aussi refusé un test de confirmation secondaire dans un centre de l'OMS, selon l'Organisation de l'ONU pour la santé. Puis, le 19 septembre, l'OMS a été informée qu'un contact du patient était malade et hospitalisé. L'insuffisance des informations reçues par l'OMS ne permet pas de formuler des hypothèses sur la cause possible de la maladie. L'OMS juge ne pas être au courant de signes d'une transmission étendue de maladies quelconques liées à ces cas, mais elle estime que des enquêtes, y compris avec le soutien de ces centres de coopération, devraient se poursuivre pour parvenir à un diagnostic et préciser l'évaluation du risque. Par ailleurs, la lutte contre la propagation de Ebola est gênée par les conflits dans l'est de la RDC ainsi que par les attaques contre les équipes médicales. Au Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, dans la perspective du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État Paul Biya, a échangé avec les dirigeants du parti politique, des délégations venues des 4 départements que compte sa région, des leaders religieux, des autorités traditionnelles, des associations et des syndicats. L'objectif ici d'acquérir, de recueillir du moins leurs avis qui seront reversés au chef de gouvernement. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. En prélude au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya pour la fin du mois en cours afin de résoudre la crise dite anglophone, le gouverneur du littoral, Samuel Iva Diboa, a organisé dans sa salle de banquet des pré-consultations dans sa région en vue de remettre les différents avis collectés au Premier ministre Dion Ngouté. Le mot-clé avec lequel je sors de cette réunion, c'est la sollicitation d'une décentralisation accrue, évidemment qui irait avec la bonne gouvernance, parce que le tout, ce n'est pas de demander des moyens, mais il faudrait faire une bonne utilisation de ces moyens. Nous, particulièrement, nous avons mis l'accent sur un problème qui touche notre communauté, et d'ailleurs beaucoup d'autres Camerounais, à savoir le problème de l'état civil et des cartes nationales d'identité. Si cette démarche a drainé beaucoup de monde, mais quelques responsables restent très sceptiques. Le Cameroun se constitue en une famille. À supposer que vous êtes le père de famille et vos enfants ont des problèmes, que faites-vous? Vous convoquez une réunion et les enfants la tiennent sans vous? Je ne pense pas. Nous avons accepté le discours du chef de l'État, mais sauf qu'il n'a pas été conséquent et sérieux dans la pratique, parce qu'en fait, il faut être là pour écouter ses enfants. Parce qu'il est le père de la nation, il est le chef de l'État. Mais il ne devrait pas déléguer le pouvoir comme fut la tripartite. Des divergences de vues qui sont tout à fait normales dans une société plurielle, traversée par différents courants politiques et idéologiques. Pour rappel, le dialogue national, initié par Paul Biya du 30 septembre au 4 octobre de cette année, vise à résoudre la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, théâtre d'un violent conflit armé depuis octobre 2016. Publication lundi dans plusieurs médias marocains d'un manifeste au nom des libertés individuelles. Des centaines de Marocaines s'y sont déclarées hors la loi en proclamant avoir déjà violé les lois obsolètes de leur pays sur les mœurs et l'avortement. Les signataires de cette rare démarche de cette ampleur ont fait des révélations d'une gravité considérable. Nous sommes hors la loi, nous violons des lois injustes, obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Nous avons eu des relations sexuelles hors mariage. Nous avons subi, pratiqué ou été complices d'un avortement, ont affirmé ces nombreuses Marocaines. Le texte co-rédigé par l'écrivain franco-marocaine Leila Slimani porte symboliquement 490 signatures en référence à l'article 490 du Code pénal marocain qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage.
Sa publication coïncide avec la 3e audience du procès de Hadja Raïsouni, une journaliste en détention depuis fin août pour avortement illégal et débauche ou sexe hors mariage. Cette reporter dénonce une affaire politique depuis son arrestation. Sa demande de remise en liberté a été rejetée la semaine dernière par le tribunal de Rabat, tout comme celle de son fiancé, du médecin, de l'infirmier et de la secrétaire médicale arrêtés en même temps qu'elle. Dans la tribune, également publiée dans le quotidien français Le Monde, les signataires marocaines dénoncent la culture du mensonge et de l'hypocrisie sociale qui génère la violence, l'arbitraire, l'intolérance. Ces lois liberticides et inapplicables sont devenus des outils de vengeance politique ou personnelle, déclare le manifeste lancé sous forme de pétition ouverte aux hommes. La justice marocaine a en 2018 poursuivi 14 503 personnes pour débauche, 3 048 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 pour avortement, selon les chiffres officiels. La délégation de l'Union européenne au Bénin organise du 19 au 25 septembre à Cotonou une campagne dénommée Semaine de la diplomatie climatique. Une campagne organisée en partenariat avec l'association Engagement et Action sociale qui a mis un accent particulier ce samedi, journée mondiale du nettoyage de la planète, sur la nécessité de sensibiliser les populations à réduire de façon drastique l'usage des sachets plastiques à défaut de le bannir des habitudes. On écoute. Les déchets dans la nature causent beaucoup de tort à notre environnement et à notre climat. Nous, en tant qu'association, depuis 2 ans, à chaque World Cleanup Day, nous organisons une activité de ramassage et de sensibilisation. Notre objectif, ce n'est pas que de ramasser. Notre objectif, c'est de sensibiliser et d'amener nos populations à se rendre compte que le sachet qu'on a jeté simplement comme ça, il va rester dans la nature. On dit souvent que le sachet plastique se fabrique en 1 seconde. Il est utilisé en 20 minutes et dans l'environnement, il va perdurer, il va rester pendant 400 années. Donc imaginez, nous tous, nous sommes 11 millions de Béninois ici, nous utilisons en moyenne tous à peu près 10 sachets par jour, mais ces 10 sachets par jour restent dans la nature pendant 400 années, sans qu'on ne se rende compte de la dangerosité. Et donc, pour nous, prendre une journée comme ça, évidemment, nous ne pourrions pas ramasser tous les déchets que nous jetons, mais pour nous, c'est vraiment un moyen de sensibiliser nos populations pour qu'elles puissent réduire la consommation du sachet plastique. Nous travaillons sur ce qu'on appelle les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser, recycler. Le sachet qu'on jette dans la nature aujourd'hui, il restera pour les 15 générations à venir. Des études scientifiques démontrent que les plastiques à usage unique représentent la moitié des déchets marins et on estime qu'en 2050, le poids du plastique dans les océans aura dépassé celui du poisson. Ces plastiques à usage unique sont rarement recyclés et c'est une perte énorme de ressources car bien souvent, ils sont issus de ressources fossiles. Il constitue donc également un facteur non négligeable dans la problématique du changement climatique. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée d'un programme de SICA. À très bientôt.